Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une rebelle qui a décidé de bousculer le ronron des RH. 20 ans de carrière dans des rangs de géants comme LVMH, comme Danone. Et aujourd'hui, elle a troqué les processus rigides pour une vision plus audacieuse. Elle est fondatrice de Talents of Tomorrow. Elle est actuellement People Transformation Manager au PSG. Et surtout, elle vient de sortir son premier livre que je ne peux que vous recommander, dont on va parler, qui s'appelle Rebelle RH. Elle est experte en IA, en innovation. Elle va nous expliquer comment la technologie peut enfin nous redonner du temps pour ce qui compte vraiment. J'ai le plaisir d'accueillir à mon micro et d'être accueilli par Céline. Céline Lapasse. Bonjour Céline. Bonjour et bienvenue du coup. Ouais, merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté cet échange qu'on enregistre au lendemain matin d'une soirée mémorable pour toi qui s'appelle le procès des RH. Exactement. On a réuni 500 personnes au Palais des Glaces pour organiser le vrai faux procès des RH. Une grande soirée. En tout cas, bravo d'avoir organisé un événement ainsi, d'avoir réuni 500 personnes. Je trouve que c'est être rebelle de faire ça. C'est être rebelle, c'est d'oser aller sur peut-être un quotidien qui n'est pas le tien, d'organiser des événements d'une telle ampleur. Et en tout cas de le réussir. Donc en tout cas, moi je suis très flatté, très heureux de t'avoir à mon micro. Tout le monde te connaît peut-être pas. Certaines personnes ont peut-être déjà acheté ton livre qui est sorti il y a... Il est sorti il y a une quinzaine de jours. Jours. Donc très récemment. Et on va en parler, évidemment. On va parler de ce livre. On va pas parler que de ce livre, on va aussi parler du contenu et tes convictions qui sont fortes. Avant toute chose, je vais revenir un petit peu sur ton histoire, ton passé. Tu as fait quelques années d'études au CELSA et à Nanterre. Est-ce qu'à l'époque, tu avais déjà cette envie de casser les codes ou est-ce que tu aspirais une carrière RH un peu plus classique ? Alors moi, je suis quelqu'un d'assez créative. Vraiment, c'est ce qui me plaît, c'est de faire des choses toujours innovantes, très différentes. Et quand j'ai découvert la fonction RH, je me suis dit « Ah mais génial en fait, c'est une fonction de création. C'est une fonction où on peut être ultra créatif. » Alors, c'est un peu paradoxal parce qu'on imagine plutôt les RH un peu derrière leur bureau, limite... Ouais, en école RH, j'ai pas le sentiment qu'on t'apprend beaucoup la créativité. Non, mais en fait, pour moi, c'est fondamentalement la fonction peut-être la plus créative de l'entreprise. J'adore les problèmes, j'adore résoudre des problèmes. Et s'il y a bien une fonction où il faut gérer des problèmes tous les jours et qui sont tous différents parce que fondamentalement, l'humain est différent, c'est la fonction RH. Vous n'allez jamais gérer deux situations pareilles. Donc, vous allez toujours trouver des solutions différentes qui s'adaptent à chaque problème, à chaque cas que vous rencontrez. Et c'est en ça, pour moi, être créatif. C'est comment, tous les jours, dans mon métier, je vais devoir faire preuve de cette créativité pour résoudre des problèmes, des choses complexes qui sont avec de l'humain. Donc, c'est forcément complexe.
et de trouver des choses qui soient des solutions les plus efficaces et plus positives pour les personnes et pour l'entreprise. Ok, très clair. Et du coup, quand tu es sorti de tes études, ça a été quoi ton premier réflexe RH et quel type de job tu rêvais en sortant d'école? Alors moi, quand je suis sortie d'école, j'avais très envie de faire du recrutement. Ok. Alors encore une fois, je donne des cours. Moi, ça fait une dizaine d'années, voire un peu plus que je donne des cours. Et souvent, les étudiants me disent « Ah non, madame, le recrutement, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut faire de la stratégie, du conseil, RH généraliste. » Et alors, je ne sais pas pourquoi ça attire peu. Alors c'est vrai que c'est un métier qui est compliqué, le recrutement. C'est très, très, très rébarbatif parfois, très récurrent, très, très chargé. Les candidats, on enchaîne 10 candidats par jour, c'est assez intense. Néanmoins, pour moi, le recrutement, c'était le meilleur moyen de découvrir l'ensemble des métiers d'une entreprise et de commencer à avoir une relation avec les managers au sein de l'entreprise sans qu'il y ait non plus trop d'enjeux. Moi, j'estime que le métier RH, il ne faut pas commencer trop jeune à avoir des fonctions déjà trop généralistes où on va devoir gérer des cas un peu lourds. Et je trouve que rentrer par le recrutement, c'est quelque chose de positif. Parce que voilà, on fait venir des personnes dans l'entreprise. C'est quelque chose qui est positif pour les managers, qui est positif pour les candidats. Néanmoins, on apprend déjà pendant le recrutement à négocier des choses avec les managers. On leur dit qu'on peut pas tout faire, tout et n'importe quoi. J'en sais rien sur les rémunérations. Donc, on apprend aussi à analyser tout ce qui est REM. On découvre énormément de choses sur le marché du travail. C'est passionnant. Il y a pas un métier dans l'entreprise où on peut benchmarker à longueur de journée sur les concurrents ou même d'autres industries. Donc voilà, donc moi je rêvais de faire du recrutement et j'ai eu cette chance, c'est que j'ai trouvé mon premier poste chez Danone. Donc c'était il y a maintenant 20 ans presque, où j'étais responsable du recrutement de tous les stagiaires et apprentis du groupe Danone et aussi des juniors. Et également la chance que j'ai eue à cette époque, c'est qu'on m'a confié tout ce qui était image employeur. Et c'est à ce moment-là, on était en 2014, je crois, même un peu avant, l'émergence des réseaux sociaux dans l'entreprise. Donc, Facebook, Twitter commençaient seulement à arriver en France et dans l'entreprise. Et j'ai eu la chance de pouvoir m'emparer un peu de ces sujets pour les utiliser dans la communication employeur. Ce qui paraît très banal aujourd'hui ne l'était pas il y a 20 ans. Sur comment on peut commencer à communiquer avec les candidats via Twitter, Facebook, etc. À l'époque, tu étais chez Danone, à l'époque Ribou. Exactement. Ouais. C'était encore Franck Ribou qui était là. Okay. Donc j'ai vécu les années Danone avec Franck Ribou, avec Muriel Pénicaud à la DRH. Et c'est vrai que moi, j'ai été très formatée, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais j'ai appris mon métier dans un contexte d'une entreprise socialement en avance. Voilà. Le double projet économique et social de Danone, on ne peut pas réussir économiquement si on ne réussit pas socialement dans son entreprise. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué et c'est quelque chose qui, du coup, marque pour moi encore ma carrière. Et c'est vrai que les RH de cette époque-là chez Danone, c'était des RH assez fortes qui étaient vraiment entendues dans l'entreprise et qui portaient beaucoup de choses dans l'entreprise. Parce que tout le projet d'entreprise était derrière cette idée de double projet économique et social. Ouais, donc la culture Danone influence aujourd'hui un peu tes convictions RH ? La culture Danone influence mes convictions RH, ouais. Toujours. Et d'ailleurs, vous verrez si vous lisez mon livre, j'en parle encore beaucoup. Et notamment, je vous conseille d'aller lire le discours de Marseille d'Antoine Ribou, qui est un discours extrêmement moderne, malgré le fait qu'il ait été prononcé dans les années 70, si je ne me trompe pas. Donc à la fois c'est triste parce qu'on se dit mince, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont forcément encore changé et en même temps on se dit ok, donc il était assez visionnaire et il avait déjà vu les grands enjeux qu'on rencontre malheureusement encore aujourd'hui, mais ça va quand même dans le bon sens. Alors tu es dans le milieu de la nutrition, de la R&D aussi au sein de Danone. Et puis tu rejoins la grande entreprise la grande entreprise française qui est LVMH. Qu'est-ce qui t'anime à cette époque d'aller dans l'univers du luxe et de l'ultra luxe même ? Alors moi, ce qui m'a intéressé chez LVMH, c'est qu'en fait il y avait presque tout à faire par rapport au contexte que je connaissais chez Danone.
Je m'explique. J'ai passé pratiquement 8 ans chez Danone. Donc, c'était extraordinaire. C'était vraiment une école RH pour moi. Donc, je me suis énormément formée chez Danone. J'ai beaucoup appris sur les politiques RH, les process, etc. Mais après, au bout de 8 ans, je pouvais continuer à évoluer, changer de métier. Mais finalement, le contexte restait un peu le même. Voilà, un groupe avec une fonction RH forte, bien installée. Et j'avais envie de me confronter à quelque chose de différent où finalement la fonction RH n'était pas si forte, peut-être pas autant entendue. Et j'avais gardé dans mon réseau une de mes premières managers, puisque j'avais fait un stage chez LVMH quand j'étais étudiante, que j'avais beaucoup apprécié. Et cette personne m'a recontactée en me disant, écoute, voilà, il y a un poste qui se libère, est-ce que ça t'intéresse de me rejoindre chez Dior ? Elle m'a expliqué de façon ultra transparente le contexte. Elle m'a dit, tu vas voir, ce sera forcément très différent de ce que tu fais chez Danone. Elle, avant Dior, elle était aussi dans des grands groupes. Parce que là, voilà, c'est un peu plus à l'ancienne. C'est une maison de mode, il y a pas une fonction RH aussi établie, donc il va falloir qu'on construise beaucoup de choses. Et elle venait d'arriver, ça faisait à peine un an qu'elle était là, avec également la nouvelle DRH monde de Dior à l'époque, qui venait aussi d'arriver. Et donc, elles avaient l'ambition, voilà, de faire grandir la maison Dior, mais en l'accompagnant d'un point de vue RH et d'amener des choses plus fortes côté RH. Et donc, c'est ce projet qui m'a intéressée. Je me suis dit, OK, je quitte un univers où voilà, tout roule presque, on va dire, et je vais revenir dans un nouvel univers où il y a plein de choses à construire. Et c'est mon côté créatif voilà, qui ressort, où je me dis, génial, va y avoir plein de choses à faire. Ok. D'ailleurs, dans ton avant-propos de ton livre, tu parles un peu de tes regrets de ne pas avoir osé suivre ton intuition dans certaines situations. Est-ce que tu peux nous en dire plus et surtout, avec du recul maintenant, pourquoi tu écris ça et qu'est-ce que tu veux faire passer comme message en fait ? Alors effectivement, il y a beaucoup de débats des fois, notamment beaucoup autour du recrutement. J'étais à une conférence il y a encore quelques mois où on expliquait que pour faire des bons recrutements, il faut que ce soit très cadré, très scientifique, il ne faut pas qu'il y ait de place au doute, à l'erreur. Et donc plus on enchaîne les tests, etc., et plus ce sera facile de ne pas se tromper dans le recrutement. Et c'est vrai que moi, j'écoutais ça en me disant, mais mince, on est en train d'enlever quand même ce qui fait, pour moi, la force d'un recruteur, c'est aussi de suivre son instinct. Alors, attention, je le dis toujours, il faut que ce soit suivi de façon éclairée et notamment qu'on soit conscient de nos biais. Donc moi, mon premier conseil, c'est déjà, formez-vous sur les biais pour être conscient de comment on fonctionne, quels sont les biais qu'on a. Et une fois qu'on sait qu'on est OK avec ça, on est capable de prendre après du recul et de se faire une auto-analyse. Mais moi, je trouve dommage qu'on en soit à vouloir tout cadrer, tout border, et qu'on ne laisse plus cette part à son intuition, puisque c'est quelque chose qui m'a marqué dans les recrutements. Des fois, on y va, et il y a une petite voix qui nous dit « je le sens pas », mais alors c'est le truc classique. On est pris par le temps. Le manager l'a bien aimé, on va pouvoir pourvoir le poste rapidement, etc. Et je suis sûre que tous les RH ont été au moins confrontés une fois à ça. On se dit, bon, allez, à court terme, ça va le faire. Et ça nous fait un poste de moins et on avance. Mais on a un truc au fond de nous parce que... Alors, pourquoi cette intuition ? Parce que dans la négo salariale, on a senti quelque chose qui fait que le salarié, peut-être que dans 6 mois, il va revenir à la charge parce qu'on sent qu'il va être encore pas super content de ce qu'il a négocié, où on sent que la culture, c'est peut-être pas super bien matché. Et j'ai presque envie de dire que dans 100% des cas où j'ai fait des recrutements et que j'ai pas écouté cette voix intérieure qui me disait je suis pas sûre, souvent ça manquait pas. Au bout de peut-être 1 an, ça le faisait pas. Donc savoir écouter son intuition, je pense que c'est quelque chose que les RH doivent faire encore plus. Et c'est tout ce paradoxe entre être réglo, on va dire, et bien sûr carré, et on peut pas discriminer. Il faut que les politiques RH soient suivies, etc. Mais en même temps, cette part d'humanité qu'on a, l'intuition, c'est ce qui nous différencie des machines, finalement. On parle beaucoup d'IA aujourd'hui. L'IA n'a pas d'intuition. L'IA, elle fait que des calculs mathématiques. Nous, on a ce truc en plus qui est un peu indéfinissable, qui est parce que avec notre vécu, le contexte dans lequel on est, etc., on est capable de sentir des choses que peut-être quelqu'un d'autre ne sentira pas parce qu'il n'a pas notre vécu, il ne connaît pas le contexte de l'entreprise, etc. Et une machine le sortira encore moins. Ouais, très, très, très intéressant. Tu as 2 remarques par rapport à ce que tu dis. Je ne sais pas si tu connais Marie-Sophie Zambeau, qui a écrit un livre qui s'appelle Recrutement sous influence, libérez-vous des biais cognitifs,
que je peux que recommander, qui va compléter très clairement, qui explique les 180 biais cognitifs auxquels on peut être confronté sans forcément s'en rendre compte, hein, pour la grande majorité. Et deuxième sujet, tu vois, moi, on m'a toujours expliqué, ça fait quelques années que je fais du recrutement, que quand il y avait 4 étapes, c'était déjà pas mal. 4 échanges, un premier échange qui pourrait être une précale, un échange autour du fit culturel, un échange sur la personnalité, puis un échange sur qui peut être une situation, enfin bref, sur les compétences techniques. Et c'était déjà pas mal. Et qu'est-ce que tu penses quand tu vois encore sur, moi je cite Welcome par exemple, ou d'autres job boards, où je vois des process avec 6, 7, 8 échanges pour un poste de cadre, je reste toujours un peu perplexe. Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. J'ai lu le livre de Xavier Niel, Une sacrée envie de foutre le bordel, et c'est vrai qu'il en parle aussi, et il se dit, mais je comprends pas les process de recrutement qui prennent 6 mois. Moi, en 6 mois, j'ai déjà fait X millions de business, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas ce luxe de prendre 6 à 8 mois pour faire des recrutements, et de toute façon, on voudra toujours tout verrouiller, border à la fin. C'est pas pour ça que ça marchera mieux. Donc, et d'ailleurs, je trouve que des fois, les managers se déchargent beaucoup sur les process de recrutement, et même les RH, c'est une tendance qu'on a, et j'ai pas encore compris pourquoi on n'arrive pas à craquer ça. Pourquoi on investit autant de temps sur le recrutement et aussi peu de temps sur le onboarding. Et on pense que la clé, c'est le recrutement. On fait des tests, on met des cabinets, on passe des mois, tu l'as dit, on enchaîne les rendez-vous, les entretiens. Et puis, ce qui est quand même assez drôle, c'est que dès qu'on a recruté la personne, alors là, il se passe plus grand-chose. Au mieux, il y a une journée de formation pour les nouveaux arrivants. Au mieux, il y a un rendez-vous RH au bout de 3 mois avant la période d'essai. Je vous dis, c'est au mieux. Et souvent, il y a rien. On laisse le candidat entre les mains du manager. Allez, hop, et on se revoit dans un an pour la revue des salaires et de performance annuelle. Mais l'onboarding, pour moi, c'est la clé. C'est la clé, en fait, du recrutement. Et si on investissait plus d'énergie, de temps sur le onboarding, je peux vous assurer, à mon avis, qu'on peut faire juste 2 entretiens. S'ils sont bien menés avec les bonnes personnes, à mon avis, on ne se trompera pas. Oui, avec un véritable onboarding. Qui est avec pas juste, avec un véritable onboarding. C'est pas juste, tiens, voilà ton ordinateur, et découvre les outils, puis fais des learning, quoi. Exactement. Non, il faut un véritable onboarding. Il faut que les managers soient formés pour accompagner les nouveaux salariés. Il faut pas que les salariés soient livrés à eux-mêmes. Et franchement, j'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui arrivent à faire d'excellents onboarding. Il y en a certainement, mais c'est pas la majorité. Et la majorité, ce sont des managers un peu débordés, des salariés qui, du coup, doivent se débrouiller eux-mêmes pour trouver les contacts, etc. Au mieux, ils ont des collègues un peu sympas qui les aident. Au pire, il y a personne, et c'est à eux de se débrouiller dans ce nouvel univers. Et les RH, malheureusement, alors c'est pas que les RH ne s'intéressent pas à l'onboarding, mais ils n'ont pas le temps, ils ne prennent pas le temps. Et pour moi, c'est une question de priorité. Et du coup, un RH devrait être extrêmement présent auprès des nouveaux salariés. Il ne devrait pas le voir une seule fois tous les 3 mois. Ok. Avant d'aller encore un peu plus loin sur ton livre, je finis juste ton parcours, parce que tu as quitté effectivement le confort. J'exagère parce que je l'ai été aussi, mais le confort de grands groupes, c'est pas si confortable que ça des fois. Mais c'est souvent des fois, quand on l'a pas vécu, on imagine que c'est toujours confortable, comme dans toute expérience, il y a des plus et des moins. Mais en tout cas, tu as quitté le confort des grands groupes et tu es parti sur l'entrepreneuriat il y a quelques années maintenant, quelques mois. Je sais pas, tu parles d'un mois ou d'années, avec Talents of Tomorrow. Pourquoi? C'est quoi ta motivation? Quelle est ton envie? Est-ce que tu as décidé de plus jamais être salarié? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Alors, c'était pas du tout prémédité, on va dire, tout comme ma carrière. J'avoue que je me suis jamais construit un plan de carrière en me disant, voilà, je veux atteindre absolument ce type de poste, je veux être là dans 10 ans, c'est pas moi. J'avance à l'instinct et je me mets pas de barrière. Et j'avoue que donc j'ai eu le premier déclic, la naissance de mon fils, comme peut-être beaucoup de parents. Quand on devient parent pour la première fois, et moi j'avais 40 ans, donc assez tardivement, j'avais à la fois pas envie d'être mère au foyer parce que j'aime profondément mon métier et j'ai besoin de travailler. Donc j'étais ravie de retourner au bureau. Mais ça a tenu 2 semaines. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, mais en fait, non, c'est plus cette vie-là dont je veux. En tout cas, pas aujourd'hui avec mon fils qui était tout petit. Donc, avec un rythme qui devait forcément être important. Avec un rythme important. Et alors, c'est malheureusement ce que vivent la majorité des parents. Et d'ailleurs, quand je parlais de mes regrets au début de mon livre, des choses que j'ai pas faites forcément au début de ma carrière, moi, tant que j'étais pas parent, j'étais pas maman,
j'ai pas compris en tant que RH ce qu'était le bouleversement de la parentalité pour les salariés. Donc j'avoue, aujourd'hui, j'arrête pas de le dire, depuis que j'ai un enfant, je me dis mais mince, je revois tous ces salariés qui rentraient de congé maternité ou de congé paternité. Je me suis dit mais mince, en fait, l'entreprise n'avait rien prévu pour leur retour, n'a rien prévu pour les accompagner. Je pense que c'est un sujet qu'on doit vraiment, vraiment investir. Parce que, alors on parle beaucoup de la baisse de la natalité, le gouvernement qui veut la relancer, mais oui, parce que pourquoi il y a plein de raisons au fait que peut-être on fasse moins d'enfants, mais et j'en parle aussi un peu dans mon livre, c'est que la vie est plus difficile aujourd'hui. En tout cas, on n'est plus organisé comme il y a 40 ans, où les familles étaient toutes proches les unes des autres. Là, les familles sont éclatées, et il y a les familles qui sont en plus monoparentales de plus en plus. Bref, donc je digresse un peu, mais c'est important. Ouais. C'est des convictions que tu as. C'est des convictions, et la parentalité, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a transformée. Et donc, au bout de 2 semaines, je me suis dit, OK, c'est pas ce que je veux plus ces horaires-là. Et j'admire beaucoup ceux qui n'ont pas le choix et qui sont obligés de retourner au travail malgré tout et de faire des horaires compliqués quand on est parent. Et j'avais rien prévu. Et je me suis dit, bon, le métier RH, on peut le faire en tant que consultant. Je sais toucher un peu à tout. J'ai fait beaucoup de recrutement, mais pas que, et plein de choses. Donc, je pourrais apporter mes compétences, entre guillemets, de senior, de 20 ans d'expérience, auprès d'entreprises. Donc, allez, go, je vais me lancer. Et puis, si ça marche pas, je reviendrai sur du salariat, mon fils sera grandi, etc. C'est pour ça que j'ai créé mon entreprise de conseil. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire mon livre. Parce que moi, je suis quelqu'un qui n'avait jamais fait de pause, mais même pas un jour de pause entre 2 contrats, que ce soit de stagiaire ou de CDI. Donc, du coup, quand j'ai eu pour la première fois de ma vie une pause qui est arrivée, je me suis dit, autant l'occuper à prendre du recul et à enfin un peu analyser ces 20 ans que j'ai vécu en tant que salarié. Et d'où la naissance de ce livre. Et du coup mon activité aujourd'hui en tant que conseil RH et management de transition. Ouais. Ok. Alors, tu prêches un convaincu. Si j'ai créé Orenda, c'est parce que je pense qu'on peut faire son métier RH sous plein de formes, en fait. Et à chacun de trouver la bonne. Il n'y a pas une meilleure que l'autre, je pense. Mais c'est à chacun de trouver la bonne. Et puis, d'ailleurs, il y a des moments de vie, comme tu le rappelles si bien, ce qui ne sera peut-être pas ton cas dans 10 ans, et c'est difficile, effectivement, de le prévoir. On va parler de ton livre. Ton livre, il s'ouvre sur un constat qui est un peu dur. C'est que tu dis la fonction RH, ou tu écris surtout la fonction RH est souvent détestée ou perçue comme un coupeur de tête. Pourquoi ce cliché persiste-t-il encore malgré 20 ans de transformation digitale ? Alors, c'est une bonne question. Quand tu demandes à quelqu'un c'est quoi un RH, tout le monde va te dire je déteste cette fonction, c'est des méchants, ils nous licencient. Exactement, c'est rare qu'on... Ou ils répondent pas quand on leur écrit. Ils répondent pas quand on candidate, voilà. Ils sont pas là quand on a besoin d'eux. C'est un peu notre faute aussi, peut-être, nous RH. Alors, c'est peut-être un peu notre faute. Donc, c'est pour ça, ce livre, pour moi, c'est un peu partir de ce constat. Et quand j'ai écrit ce livre, forcément, je tends un peu plus l'oreille. Quand tu es sur un projet, t'écoutes un peu plus ce qui te concerne. Et j'arrêtais pas d'entendre autour de moi des conversations au resto ou dans le métro de gens qui parlaient de leur RH de façon assez critique. Et c'est vrai qu'on a tous, quand on est RH, on a tous des potes qui nous disent moi, ma RH... franchement, elle sert à rien, je la déteste, à part licencier, je vois pas ce que vous faites. Et c'est vrai que c'est un cliché qui persiste énormément. Et c'est pour ça que j'ai voulu partir de ce constat et essayer d'analyser un peu pourquoi on est encore perçu comme ça. Il y a un autre livre que j'ai lu qui s'appelle « Personne n'aime les RH, il est temps que ça change », qui est sorti J'étais en train d'écrire mon livre et il est sorti à ce moment-là aussi. Donc voilà, j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Et je me suis dit, bon, ok, le constat, il est vraiment là. Je suis pas la seule à me poser cette question. Et on a hérité de plein de choses, en fait. C'est vrai qu'on est une fonction à la base très administrative et c'est notre héritage. On était le service du personnel, on n'était pas HR business partner il y a encore 40 ans. Mais on a eu du mal à sortir de cette partie très administrative. Et c'est vrai que la RH est encore trop transactionnelle. On est là pour recruter ou on est là pour sortir les gens. Elle fait pas que ça, mais c'est comme ça que les gens la voient. Peut-être parce que quand on est salarié et qu'on n'a pas de problème particulier, il n'y a pas de raison de voir ça RH. Mais ce que ne savent pas les salariés, c'est tout le travail de l'ombre qu'il y a. Et c'est ce que j'aime dire, moi, c'est qu'en général, derrière un très bon manager, il y a souvent un très bon RH. Tu dis aussi casser les codes, pas les salariés.
J'adore ton expression, ça pourrait être un slogan dans la rue. C'est quoi le premier code obsolète que les RH aujourd'hui devraient briser en arrivant au bureau? Qu'est-ce qui est le plus facile peut-être en termes pas l'expression, mais de cassage de code? Pour moi, le premier code à casser, c'est peut-être le côté un peu trop froid qu'on a quand on est RH. Un peu distant. Un peu distant, voilà. Je pense que c'est quelque chose, c'est un peu une armure qu'on se met. Alors, on gère beaucoup d'émotions dans l'entreprise. On voit des situations qui sont parfois compliquées. On rentre un peu dans la vie des gens parfois pour comprendre certains contextes. Donc, je pense qu'on se met un peu une armure de bon, on est la RH. Alors, du coup, et c'est ça pour moi Alors, c'est à la fois le premier code qu'il faut casser, mais c'est peut-être pas le plus facile, en fait. Je pense que c'est peut-être presque même le plus difficile. Ouais, parce que ça touche à sa posture, des fois à sa personnalité, forcément. Et j'en parle beaucoup, mais c'est pour moi celui qui est le prioritaire. Si on veut casser un code, c'est essayons de casser ce côté trop distant et froid pour se montrer, en fait, juste humain. Et c'est d'arriver à trouver la bonne posture entre « je suis proche de vous ». Venez vous confier, venez me parler. S'il y a quelque chose, voilà, je suis là pour vous, je suis pas là pour vous juger. Je suis pas que du côté du patron, etc. Sans non plus copiner avec les salariés. Et c'est ça la frontière qui est difficile. C'est que moi, j'essaye toujours de me dire, voilà, j'essaye toujours de donner des conseils aux salariés comme si c'était mes amis. Qu'est-ce que je dirais à un pote qui vient me voir et qui me dit, bah tiens, toi qui es RH, tu pourrais me conseiller quoi dans cette situation? Donc j'essaie toujours de les conseiller, mais en me disant, voilà, c'est pas non plus mes amis, donc je dois garder cette distance. Et finalement, je vais refaire encore un parallèle avec la parentalité. Je pense beaucoup en fait à la façon dont on élève des enfants. Tu sais, toi qui es parent aussi, qui es papa, quand on a un enfant, si on veut son bien, normalement, on essaye de lui mettre un minimum de cadre. Parce que si on lui laisse tout faire, tout et n'importe quoi, un enfant qui grandit sans aucun cadre, je pense que c'est un peu la catastrophe. Mais un cadre bienveillant et raisonnable, on va dire. Et quand on dit non à son enfant, parce que finalement être parent, c'est beaucoup dire non, c'est pas juste dire non, bah non, tu peux pas faire ça, c'est toujours lui expliquer pourquoi, qu'il comprenne et voir lui proposer une alternative, une autre solution. Ben, voilà, je vois un peu le métier RH aussi comme ça, quand j'ai des salariés qui comprennent pas qui me demandent des choses, je leur dis bah, je suis désolée, non, c'est pas possible, mais voilà pourquoi. Si je te donne ça à toi, voilà l'impact que ça va avoir, voilà ce qui va se passer sur le reste des équipes, et voilà la situation inéquitable qu'on va devoir gérer. Mais j'essaie de vraiment, vraiment leur expliquer qu'ils aient tout en tête. Donc sans être froide, en étant presque amicale, et leur expliquer les choses, mais en gardant cette distance, un peu comme un parent qui a envie du meilleur pour son enfant, mais doit aussi poser les choses et savoir dire parfois non et expliquer les choses. C'est intéressant. Après, ça touche à la confiance qu'on peut avoir en la RH ou le RH qui est en face de nous. Et la confiance, ça se décrète pas. Ça prend du temps à la construire en tout état de cause. Ce serait quoi le premier signal qu'un RH pourrait envoyer à la population qu'il gère pour essayer de lui tendre la main, lui dire « aie confiance en moi » sans décréter quelque chose, quoi. Alors moi, je crois beaucoup à la théorie, alors à la fois des petits pas et des petites actions qui montrent que oui, je t'ai entendu sur quelque chose et voilà, regarde, j'ai fait un premier pas. Et c'est sûr que la confiance, ça se gagne dans le temps. Donc, c'est pas en un jour que on va se dire « génial, nouvelle RH, elle est top ». Pour moi, les premières actions, c'est déjà d'aller écouter les salariés sans agenda particulier. Oui. Dire voilà, écoute, je viens d'arriver, donc faisons connaissance et je suis là juste pour t'écouter. Je suis pas là pour te faire passer un message, etc. Donc, je pense que les salariés sont contents aussi à un moment donné qu'on vienne les écouter sans filtre et sans fausses promesses aussi. Je pense que sur une prise de poste, c'est important. Et je pense que c'est clé sur une prise de poste. Je pense qu'un RH qui prend son poste et qui va pas à la rencontre de ses populations dès le départ, c'est compliqué. Alors, quand on a un périmètre de 300-400 personnes, ça se fait pas en une semaine. Bien sûr. Mais en commençant à prendre les rendez-vous, on envoie un signal fort. Alors, je fais un parallèle dans mon livre, un peu étonnant pour certains. Je fais le parallèle avec Taylor Swift. Parce que en fait, j'explique que Taylor Swift, c'est quand même une artiste mondiale et je me suis intéressée à ce phénomène. J'écoutais pas forcément ses chansons, mais
encore, ma curiosité m'a poussée à me dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe avec cet artiste pour que ce soit un phénomène d'une telle ampleur. Au point où elle fait bouger le PIB de la ville. Elle fait bouger le PIB de l'Asie. Je me suis dit, mais parce que j'ai écouté ses chansons, ouais, c'est sympa, mais mais je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à m'intéresser à Taylor Swift et à comprendre comment elle fonctionnait. Et en fait, c'est une personne qui a l'air profondément humaine, en tout cas, l'image qu'elle renvoie, c'est vraiment ça. Et qui s'intéresse énormément à sa communauté. Donc, à la différence des artistes qui sont inaccessibles, donc il y a plein d'artistes qui sont starifiés parce que inaccessibles, et c'est une stratégie. Elle, au contraire, elle s'est rendue ultra accessible, alors à son niveau, parce que vu les millions de fans qu'elle a, elle peut pas voir tout le monde, mais typiquement, elle organise assez souvent, a priori, chez elle, des soirées avec ses fans. Et elle les invite chez eux. Alors, ils sont sélectionnés, bien sûr. Voilà, c'est pointu, mais n'empêche qu'elle les invite chez eux et qu'elle leur fait des cookies. Et ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres choses qu'elle fait. Et du coup, ça, et c'est ce que je te disais sur les RH, et je reviens à mon parallèle, elle peut pas le faire avec ses X millions de fans, bien sûr. Mais par contre, en le faisant avec certains, elle envoie un message aux autres en disant, vous voyez, je me soucie de vous. Et oui, vous pouvez pas tous venir chez moi, mais je donne accès à certains. Alors peut-être qu'un jour, ce sera vous, mais en tout cas, j'ai de l'attention envers vous et je vous remercie et c'est ma façon de vous remercier. Ouais, du coup, elle n'est pas hautaine, elle n'est pas inaccessible. Elle n'est pas hautaine, elle n'est pas inaccessible et c'est mon point, c'est qu'un RH ne doit jamais être inaccessible. Donc, quand on a une population à gérer, si on n'arrive pas à rencontrer tout le monde, c'est OK. Mais par contre, si vous avez rencontré le maximum de personnes, le jour où un salarié a un problème, son collègue lui dira « Ah mais attends, va voir la RH, t'inquiète pas, elle peut t'écouter ». Et ça, pour moi, c'est clé. Donc, c'est envoyer plein de signaux positifs comme ça. Ok. J'ai envie de revenir sur le terme rebelle RH. Alors, j'ai plusieurs questions autour de ça. Déjà, dans le titre, pourquoi tu as choisi ce mot, rebelle, qui peut-être pourrait faire peur à des RH qui disent « Mais moi, je ne suis pas rebelle, quoi. Je vais pas acheter son livre, je ne vais même pas le lire. » C'est volontaire. C'est complètement volontaire et assumé. C'est sûr. Pourquoi, en fait? Alors, c'était quoi ton cheminement? Moi, mon cheminement, c'est que quand j'ai réfléchi à mon livre et au message que je voulais porter, au début, je me suis dit, peut-être syndrome de l'imposteur, mais qui je suis pour porter ces messages? Parce qu'en fait, les messages que j'ai envie de porter, j'ai l'impression qu'ils sont assez simples. C'est remettre de l'humanité dans cette fonction RH, remettre du bon sens, de l'intuition. Je me suis dit, mais alors, si c'est simple, pourquoi j'ai quand même besoin et l'envie d'écrire un livre pour en parler et pour les porter? Et je me suis dit, c'est qu'en fait, c'est peut-être pas si simple que ça et c'est peut-être pas ce qu'on a dans l'entreprise aujourd'hui. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça la rébellion. Donc j'ai pris le contresens et l'inverse de ce qu'on peut avoir en tête en me disant, la rébellion aujourd'hui, dans un monde ultra violent quand même, parce que voilà, j'ai pas l'impression que ça aille en s'améliorant. Donc dans un monde qui se tend, qui est de plus en plus violent, et je parle pas que de la géopolitique, il suffit de sortir dans la rue, de voir comment les gens se parlent ou ne se regardent plus ou ne se disent plus bonjour, comment les salariés malheureusement parfois se parlent au bureau ou interagissent entre eux. Donc on est quand même dans un monde qui s'est tendu. Si la vraie rébellion, c'était finalement de remettre de l'humanité, du bon sens dans l'entreprise. Et ça passe par les RH. Donc c'est un côté limite très punk d'aujourd'hui, c'est de remettre de l'humain là où peut-être il y a 40 ans, 50 ans, fallait tout péter, tout casser, etc. Là, il y a tout qui se pète autour de nous, donc peut-être remettons de l'humanité et faisons notre fonction RH peut-être un peu plus avec le cœur et un peu moins avec la tête. Ok, alors justement, dans le chapitre 2, tu évoques 4 slogans du RH rebelle. Est-ce que tu peux nous partager l'un d'entre eux, celui qui te tient le plus à cœur et pourquoi? Alors, oui, il y a beaucoup de choses que je dis dans mon livre sur ce RH rebelle. Moi, il y a le courage. Ouais. Le courage, il est fort parce que c'est difficile. Souvent, les RH, dans un codir, n'ont pas forcément l'écoute des autres fonctions. Souvent, on se dit, de toute façon, toi, le business, etc., ça ne te concerne pas. Toi, tu es juste là pour nous gérer les gens, les recrutements. Et des fois, il faut avoir le courage de s'imposer et d'oser dire non dans des choses auxquelles on ne croit pas et qui vont à l'encontre de notre conviction, dont on est persuadé aussi que ça n'est pas bon pour l'entreprise. Alors, je ne parle pas d'une RH bisounours, ça c'est très clair.
À la fin, s'il n'y a pas d'entreprise, de toute façon, il n'y aura plus de salariés. Donc, il faut que ça fonctionne. On est là pour que l'entreprise fonctionne. Mais il faut avoir le courage, parfois, d'avoir des positions fortes, assumées et de ne pas y déroger. Et c'est vrai que moi, oui, je me suis confrontée à certains patrons. Et c'était pas facile de leur dire que non, j'étais pas d'accord avec leur façon de faire, que ça n'allait pas dans le bon sens. Donc, on s'en prend un peu plein la figure des fois. Mais si on tient ça et qu'on montre à la personne que c'est pas pour l'embêter, et c'est juste pour lui dire que sinon on va tous dans le mur, je pense qu'on fait bien notre fonction. Mais il faut avoir le courage de tenir sa posture, ses convictions. Ouais. C'est intéressant parce que tu parles du binôme dirigeante avec la fonction RH. Toi aujourd'hui qui a fait le choix d'entreprendre, d'avoir un statut indépendant, aujourd'hui tu es chez un employeur, demain tu seras chez un autre, c'est la dure vie du choix que tu as fait. Comment tu réagirais si tu te retrouvais en face d'un potentiel client ou prospect ou futur client où tu te dis mais moi je vais pas bosser avec cet homme ou cette femme? Tu serais prête à ne pas signer? Alors, je serais prête à ne pas signer. En fait, il y a deux façons de l'aborder. Soit j'ai pas l'énergie. J'ai pas l'énergie et je me dis non, j'ai le luxe de choisir un client avec lequel j'ai envie d'avancer davantage parce que c'est plus en phase avec mes convictions. J'ai envie de dire, c'est un peu la voie facile. Mais si on n'a pas l'énergie, il faut mieux choisir la voie facile. Parce qu'il y a aussi quelque chose dont je parle, c'est la santé mentale des RH. Oui. Et il faut savoir prendre soin de soi. Et parfois, il ne faut pas vouloir accepter tous les challenges. Et tout sacrifier pour X milliers d'euros à la fin du mois. Ou pour se dire, je vais relever ce challenge, etc. Et si en fait, on n'a pas l'énergie, moi, je pense qu'il faut mieux ne pas y aller et attendre peut-être un autre moment pour faire quelque chose de plus ambitieux. Donc, je dirais, si on n'a pas l'énergie, la voie facile, moi j'accepterais de ne pas signer parce que j'irai pas m'embêter avec un client auquel je ne crois pas et qui n'est pas en face avec mes convictions. Et si j'ai vraiment beaucoup d'énergie, je me dirais, ok, c'est intéressant, comment je vais le faire changer d'avis et comment je vais réussir moi à avoir un impact. Parce que moi, j'aime cette voie de me dire, ok, c'est pas ce qui me convient, c'est pas c'est pas ça qui correspond à mes valeurs, mais justement, si j'ai envie de changer les choses, il faut que j'aille là où ça ne correspond pas à mes valeurs. C'est un peu comme lire la presse. Si vous lisez toujours la même presse, vous savez, la presse en général, tu sais, c'est très polarisé. Donc, en général, on lit un type de journal ou on regarde une émission parce qu'on sait que ça nous conforte dans nos convictions. Bien sûr. Donc, quand on a envie de se faire plaisir, on prend un peu ce doudou et on est conforté dans nos convictions en regardant telle émission télé ou en lisant telle presse. Et puis, si on a envie quand même de se challenger un peu et de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde, on va se forcer à aller regarder ce qui nous déplaît. Mais je trouve que ça, c'est hyper intéressant. Donc, il faut savoir où on en est dans sa vie, dans son niveau d'énergie, dans ce qu'on a envie de mettre. Mais je trouve que d'aller choisir quelqu'un qui ne nous convient pas en se disant « Allez, je vais essayer d'amener ma pierre à l'édifice pour faire changer les choses », ça, c'est parti. Pour le coup, c'est rebelle. C'est pas facile, par contre. Et il faut pas être dupe. On va pas changer les choses en un mois chez un client. Peut-être que ça va prendre 2 ans, 3 ans. Y aller par petites touches. Mais si on y arrive, je trouve qu'il y a rien de plus satisfaisant que de se dire on est parti de là et voilà où on est arrivé et ça a radicalement changé. Et moi, je me souviens quand j'étais dans une de mes entreprises, j'avais un manager avec qui je m'entendais pas du tout, pas personnellement, parce que pour le coup, j'aurais pu très bien passer ma soirée avec, c'était une personne très sympa, mais on n'avait pas la même vision du travail et de sa façon de manager. Et vraiment, je pouvais me fighter avec cette personne. Et je me souviens que ma DRH de l'époque, qui était très bienveillante, a vu que c'était compliqué. Elle m'avait dit une fois, mais tu sais, Céline, si tu veux, moi, je te change ton périmètre et je demande à une de tes collègues de prendre le relais, de gérer ce manager. Il n'y a aucun problème si ça devient vraiment trop compliqué. Et je lui ai dit, écoute, non, j'ai envie de la garder, cette personne. Et parce que j'ai envie de faire bouger les choses, justement. Donc oui, c'était compliqué. À cette époque-là, j'avais l'énergie pour le faire, voilà. Donc du coup, mais j'ai beaucoup apprécié aussi que ma DRH me propose de changer parce que, encore une fois, il ne faut pas tout sacrifier. On n'est pas en mode super-héros, sauveur. Et je vois malheureusement trop de RH qui, à vouloir trop bien faire leur métier, se perdent eux-mêmes et un DRH qui n'est pas en bonne santé ne sera pas un bon RH. Ça, c'est évident. Donc, prenez aussi soin de vous avant de s'embarquer dans des challenges peut-être parfois trop durs en fonction de là où on en est
d'un point de vue santé mentale, physique, fatigue, etc. Intéressant. Plusieurs sujets du coup que tu abordes. Premier sujet que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est la santé mentale des RH, qui effectivement, et ça se ressent au gré des rencontres, moi je le vis au gré des rencontres que j'ai, ou au vu des échanges que j'ai déjà avec un certain nombre de RH qui nous ont contactés pour Orenda. C'est pas toujours simple pour certaines personnes qui se disent mais moi je vais pas bien, mais si j'abandonne mon poste, qu'est-ce que je vais devenir? En plus, le marché RH aujourd'hui, il est un peu tendu, plus tendu qu'il y a 3 à 4 ans. Néanmoins, il y a des offres aussi. Hein. Mais qu'est-ce que tu répondrais effectivement à une personne qui est RH, qui exerce notre métier, qui est pas bien et qui ose pas se dire j'arrête cette blague avec cette organisation, cette boîte et j'en cherche une autre ou je deviens indépendant si j'en ai l'envie et la force aussi de le faire? Alors, c'est vrai que pour moi, de toute façon, si on a cette petite voix intérieure qui commence à nous dire ça va pas, c'est que ça va pas. Et je pense qu'il faut anticiper les choses. Il ne faut pas attendre d'être au pied du mur pour d'un coup ne plus y arriver du tout. Oui. Et ça, plus avoir envie de se lever un matin. Et plus avoir envie de se lever un matin. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit pour le coup quand on est RH, les salariés en burn-out. Et en général, ce sont les plus investis dans leur job. Il y a le syndrome du bon élève. Et quand on est RH, on a ce syndrome du bon élève. On est là au service des autres, on veut tout faire pour les autres, on prend tous leurs problèmes. Et donc moi, mon premier conseil déjà, c'est d'essayer de s'entourer un maximum, parce que j'en parlais hier lors du procédé RH, on dit souvent que les RH sont un métier de solitude, pour moi c'est faux. C'est un métier en fait où on échange beaucoup entre pairs, en tout cas on doit beaucoup échanger avec ses collègues. On peut pas prendre des décisions tout seul, c'est toujours de l'humain, c'est jamais blanc ou noir. Donc, moi, j'échange énormément avec mes collègues à tout niveau. C'est marrant parce que, pas plus tard qu'hier, je demandais conseil à une personne qui est gestionnaire paye. Et je lui disais, mais ton conseil, du coup, c'est de faire ça. Et je pense qu'elle est habituée dans son rôle à se dire, non, moi, j'ai pas de conseil à donner, c'est toi la RH, c'est toi qui dois prendre la décision. Sauf qu'elle, elle est experte paye. Sauf qu'elle, elle est experte paye. Et je pense que ça l'avait un peu étonnée que je lui demande vraiment son conseil. Et après, bien sûr, je prendrai aussi la décision, mais donc bien s'entourer, mais savoir dire stop, donc anticiper. Voilà, si on sent que ça va pas, il faut, je pense, anticiper un maximum pour commencer à regarder une autre façon de faire son métier. Alors, soit effectivement dans une autre entreprise, soit, oui, en indépendant, en management de transition. Moi, quand je me suis lancée, j'avais 0 business model. Alors, c'est pire des situations. Je ne savais pas quel client j'allais avoir. Oui, tu t'es pas lancé avec 10 clients qui faisaient la queue pour travailler avec toi. Non, je me suis dit, mais je me suis dit, si j'y crois, ça va marcher. Enfin, moi, je crois beaucoup au fait d'envoyer des signaux dans l'univers et de projeter que ça va marcher. Alors, il y a la sécurité financière, bien sûr. Donc, c'était aussi maîtrisé. Je savais que je pouvais tenir X mois sans avoir un seul client. Donc ça, il faut pas... Voilà, chaque situation est très personnelle. Mais si, on sait qu'on a X mois possibles, etc., moi, je pense qu'il faut oser. Et rien n'est irréversible. Si ça marche pas, ça marche pas. Et on retrouvera un job. Alors, ce sera peut-être pas la boîte prestigieuse qu'on avait au début. On retrouvera une autre boîte plus tard. Mais je pense que rien n'est irréversible et qu'il faut pas se dire qu'on est bloqué dans un système. Il faut plutôt avoir une vision positive en se disant « Ok, je vais changer les choses et ça va changer. » Et si on y croit, je suis persuadée que il n'y a aucune situation qui est bloquée. Très, 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 très clair, très, très inspirant aussi, parce que je pense que des opportunités de job, qui soient en CDI ou qui soient de mission, on va dire, en contrat temporaire, si on est bien dans sa peau, on en trouve, en fait. Après, est-ce que c'était l'occasion pour toi, d'ailleurs, avec ce moment-là, tu dis, j'avais pas de client devant moi, peut-être de prendre soin de toi en termes, je sais pas, de sport, de formation, d'intérêt au sujet de l'IA, etc. Est-ce que tu en as profité aussi pour peut-être prendre du temps pour toi, du coup? Exactement. En fait, c'était vraiment... j'avais un enfant en bas âge. Donc ça occupe. Ça a occupé beaucoup. Néanmoins, t'avais le livre à écrire? J'avais le livre à écrire, donc je m'étais déjà mis ça un peu sur les épaules. Ça, c'était ton choix. C'était mon choix, exactement. Donc c'est pour ça que je me suis pas plainte. Mais oui, pour la première fois, je me suis dit, enfin, je vais pouvoir me former, etc. Donc l'IA, c'était il y a 2 ans, tout pile. Donc c'était vraiment au moment où ChatGPT a percé et toutes les IA génératives. Donc j'ai pu à fond investir ça.
me former en ligne, c'est génial, il y a plein de vidéos, assister à des conférences. Alors, le paradoxe, et ça, petit message à tous les RH qui se lancent et qui se mettent à leur compte, le moment où on a le plus le temps pour aller dans des conférences et des salons, c'est quand on est du coup à notre compte, indépendant, sauf que c'est là où on n'est plus invité. Parce que c'est ça qui est très drôle, c'est qu'effectivement, moi, Céline Lapasse, de chez Dior, alors j'étais invitée, mais tout le temps, tous les jours, à toutes les conférences où je voulais. Et on-off du jour au lendemain, je suis Céline Lapasse, mais je ne suis plus chez Dior. Il n'y a plus rien. T'es la méchante, quoi. Ouais, j'ai vu une conf qui m'intéressait. Je me suis dit, enfin, je peux y aller. Ah ben non, désolé, il faut être salarié d'une grande entreprise. Ou alors, il faut payer, je sais plus, c'était 1200 euros. Ouais, mais je vois bien. Et je me suis dit, mince. Je le vis depuis 10 ans, ce truc. Ouais, je me suis dit, mince, il y a un truc peut-être à trouver différemment parce que, ok, j'étais toujours Céline Lapasse. Et aujourd'hui, je suis à nouveau Céline Lapasse. Je suis au PSG. Cette conf à laquelle je suis pas allée, c'est dommage parce que ça aurait pu apporter des choses juste X mois plus tard. C'est un non-sens total parce que tu peux avoir le choix de créer ton entreprise et puis lors de cet événement d'avoir une rencontre qui te fait remettre en question les choses. Et en fait, il y a un appel à toutes les sociétés qui organisent des événements divers et variés. Les gens viennent pas tous avec des cartes de visite pour essayer de harceler les RH. C'est le monde des années 80. Donc il faut grandir, il faut passer à une étape. Mais moi, ça me fait doucement rigoler ce truc. J'ai fait un événement récemment où je me présentais en dirigeant de We Feel Good. Donc j'ai pas été pris. On dit, ah bah non, vous allez venir pour vendre des trucs, etc. Bah non, j'ai rien à vendre, mais bon, c'est pas grave, mais tu veux pas de moi. Donc je me suis réinscrit avec mon email perso en disant que j'étais podcasteur RH. Ah oui, un influenceur, c'est vraiment intéressant. Mais c'est la même personne, complètement idiot. Mais, et là, tu te dis, mais quel est l'objectif de ces organisations? Tiens, un peu mon coup de gueule, mais tu fais bien d'en parler parce que ça m'énerve ce genre de truc. Donc les organisateurs d'événements, soyez rebelles et osez inviter des RH qui ne sont pas salariés, qui sont à leur compte, consultants et qui forcément apporteront beaucoup de choses positives dans vos événements et voilà, et qui après dans X mois seront dans une entreprise et repenseront à vous. À vous, et voilà, tout simplement. Ça c'est clair. Là aujourd'hui, tu es dans le milieu du sport. Tu fréquentes un très beau club sportif de haut niveau, qu'on peut citer si tu le souhaites, qui est le PSG. Qu'est-ce que le monde du sport de haut niveau peut apprendre à la fonction RH en entreprise, à ton avis? Alors ça, c'est effectivement intéressant. C'est un milieu que je découvre complètement. Alors autant le foot que même le sport de haut niveau. Il y a un parallèle avec le luxe quand même que j'ai connu, qui est ce niveau d'excellence recherché. Donc ça, c'est primordial. On est à la recherche de l'excellence. Ce que je découvre par contre, c'est le côté aléatoire. Parce qu'en fait, les matchs, voilà, on ne sait pas quel sera le résultat. Alors à chaque fois, on vise le meilleur, mais l'entreprise peut d'un coup changer complètement parce que on a perdu un match et on va pas aux compétitions qui étaient prévues et du coup tous les revenus, faut tout réanticiper. Donc en termes de RH, il faut gérer ça de façon très agile et avoir toujours un coup d'avance. Et donc il faut envisager tous les scénarios possibles pour se dire ok, qu'est-ce qui va se passer si on réussit pas telle compétition, qu'est-ce qui se passe si on réussit telle compétition. Et c'est vraiment ce coup d'avance pour moi qui est quelque chose de très nouveau. Là où dans des métiers, des secteurs plus classiques, on peut avoir des plans à 6 mois, 1 an. On anticipe un peu ce qui va se passer côté marché. Ok, très très clair. Bon, si le PSG a pu éviter de battre l'OM 5-0, moi, ça m'aurait juste arrangé à titre perso, mais ça c'est un autre sujet. Il faut que j'interviewe un RH de l'OM, je sais pas s'il y en a un. En tout cas, il en faut un. Tu parles tu dis, en tout cas où tu écris que le... Tiens, j'ai une question à te poser. Je rembobine, c'est n'importe quoi. On a parlé d'IA. Je te pose une question qui gratte en ce moment. Ton livre, tu l'as écrit avec l'IA ou tu l'as écrit toute seule? Alors, je l'ai bien sûr. Alors, je le dis en plus dans mon livre, bien sûr que je me suis servi de l'IA. Je peux pas aujourd'hui, en 2026, parler des RH, parler d'IA, écrire un livre et ne pas utiliser ce prétexte pour voir comment on peut collaborer avec l'IA. Donc, je me suis servi de l'IA et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, j'ai mis 1 an entre le moment où j'ai débuté mon livre et le moment où il est sorti. Et en 1 an, la façon dont j'ai travaillé avec l'IA a énormément évolué. Et alors en positif, parce que l'IA gagne beaucoup en précision, etc.
Au début, je me suis dit, trop cool. J'ai pas beaucoup de temps quand même parce que j'ai un enfant, même si je ne travaille plus. Donc, en fait, l'IA, ça va me faire gagner un temps super précieux. Ça va être facile. Bon, en fait, on ne peut pas écrire un livre qu'avec de l'IA, c'est pas possible. Parce que très vite, les phrases sont creuses. Donc, c'est pas l'IA qui a rédigé mon livre. Ça, c'était pas possible parce que je devais tout reprendre. J'ai un peu testé au début pour voir et je devais tout reprendre. D'ailleurs, petit message aux gens qui font des posts LinkedIn avec de l'IA. Je suis désolée, mais on vous voit en fait. J'en peux plus. J'en peux plus de ces posts LinkedIn qui se ressemblent tous. Et le pire, c'est les commentaires avec l'IA. Et les commentaires avec l'IA, oui. Donc, entraînez mieux vos IA pour que ce soit un petit peu plus personnel, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses maintenant, ça s'est standardisé, moi ça me fait peur. Ce que j'aime beaucoup, je parle beaucoup de l'IA et de la revanche des littéraires, et je pense que c'est vrai, c'est que l'IA va enfin faire émerger ceux qui savent vraiment manier la langue française, qui auront leur propre style et qui sauront utiliser les bons mots. Et même quand on veut collaborer avec l'IA, juste un mot un peu nuancé différemment, ça peut changer complètement le résultat de ce que va nous donner l'IA. Donc finalement, il faut être un très bon littéraire pour savoir utiliser l'IA. Donc oui, j'ai utilisé l'IA, mais comment je l'ai utilisé ? Je l'ai utilisé quand j'étais bloquée dans certaines parties. Je lui disais, écoute, je suis bloquée là, voilà ce que j'ai en tête, mais est-ce que le lecteur va comprendre ? Et je lui demandais de me challenger aussi. Je lui ai envoyé des parties de mon livre, je lui dis... mets-toi à la place d'un détracteur RH, qu'est-ce qu'il va comprendre en lisant ça, quel argument il peut opposer. Donc c'était intéressant, ça m'aidait à réfléchir sur certaines parties. Donc il y a des choses, l'IA, je le dis dans mon livre, elle m'a bluffé sur certaines choses, et puis il y a des choses où j'étais ultra déçue. Donc ça m'a quand même fait gagner du temps, je pense. Mais on peut pas se dire... je balance mon plan, je dis à l'IA, vas-y, sors-moi un livre de 120 pages, et je prends et je copie-colle, c'est pas possible. Ça, il y a quand même beaucoup de choses à retoucher derrière. Il y a un peu d'intelligence à amener, et puis de situation perso, de vécu, de conviction, etc. Et puis il y avait parfois des gros contresens. Donc, et c'est là où c'est toute la réflexion sur l'éducation des jeunes, sur les jeunes en entreprise. Si on confie des tâches très, très... opérationnel à de l'IA pour aller plus vite, comment vont apprendre les jeunes, puisque nous, on a appris, je te classe avec moi, on est plus vieux, on a appris en faisant par nous-mêmes, en fait. Et c'est aussi comme ça qu'on sait. Mais c'est vrai que si aujourd'hui, on fait moins et qu'on demande plus à la machine de faire, comment on va apprendre par le terrain ? Et ça, c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Et c'est toujours qu'est-ce que je donne à la machine ou qu'est-ce que je ne lui donne pas ? Et qu'est-ce que je garde sur moi à faire parce que j'estime que c'est formateur ? Et du coup, je vais aller un peu sur la dernière partie de sujet que je voulais aborder, qui est un peu l'avenir de la fonction RH, etc. Alors, c'est difficile de se projeter, mais d'avoir tes convictions, en tout cas, par rapport à un certain nombre de points. Tu as un enfant qui est en bas âge, moi aussi, un petit peu plus vieux, mais bref, c'est des générations qui arrivent, qui utilisent l'IA, qui ont aucun problème avec ça. Pas forcément pour tricher, hein. C'est attention aux clichés qu'on peut aussi entendre. Donc, ils ont grandi avec ce sujet, pas nous. On grandit, on accompagne, mais eux, ils naissent avec. Comment tu vois peut-être l'évolution du rapport au travail de ces générations, de ces enfants, adolescents qui vont arriver dans X années sur le marché ? Je pense que leur rapport au travail va être d'arrêter la besogne, on va dire. Et je pense que nous, alors la génération de nos parents, c'est très vrai, nous encore un petit peu, on a l'habitude de faire des tâches un peu besogneuses, de faire du data crunching dans Excel, etc. Je pense qu'eux vont avoir, j'espère, peut-être cette intelligence de se dire, voilà, tout ce qui est rébarbatif, très besogneux, on n'a plus besoin de le faire et on peut apporter une autre valeur dans tout ce qu'on fera dans l'entreprise. Donc c'est le côté IA automatisation. IA automatisation. Ouais. Gain de temps, quoi. Voilà, gain de temps. Sur les trucs pas passionnants, qui ont zéro valeur ajoutée. Oui, qui ont zéro valeur ajoutée et qui nous empêchent d'amener de la vraie valeur là où on devrait le faire. Et je reparlais tout à l'heure je disais tout à l'heure, les RH n'ont pas forcément le temps d'aller voir tous les salariés, etc. Mais quand je vois ce qu'on fait parfois enfermé dans notre bureau, parce que la data chez les RH, c'est la catastrophe. Hein. J'aimais bien, quelqu'un avait sorti en conférence la photo d'une chambre d'ado en disant voilà à quoi ressemble la data des RH, c'est le bazar, il y en a partout, on n'est pas organisé, on n'est pas rangé, on a mis des briques dans tous les sens de SIRH, et maintenant quand on nous demande de sortir un rapport pour le CSE, pour un rapport égalité homme-femme, pour une étude de salaire, c'est un peu la croix et la bannière, et c'est le branle-bas de combat pour aller chercher toutes les datas, les regrouper.
Donc ça, il y a un énorme travail à faire et c'est ce que j'appelle le côté besogneux. Pourquoi ça prend autant de temps d'aller chercher la bonne data à jour quand on est en RH? Par contre, ce qui devrait prendre du temps, c'est de l'analyser. Alors oui, l'IA peut aussi faire des belles analyses, mais rien ne remplacera, je pense, le regard humain de quelqu'un qui connaît le contexte du marché du travail, du contexte de l'entreprise, etc., et qui sera capable d'apporter une analyse assez fine à cette data. Très très clair. J'ai envie de te poser une question très bête sur, pour toi, est-ce un gadget ou pas? Semaine de 4 jours. Ah, semaine de 4 jours, est-ce un gadget? Non. Ou est-ce que c'est le futur pour toi qui est inéluctable? On va tous y arriver. Moi, je pense que plus on va vers de la flexibilité, mieux ce sera. Je pense qu'il y a des personnes qui seront ravies de faire la semaine de 4 jours. Et les organisations peuvent le faire. Et quand j'ai travaillé, quand j'étais dans le luxe, j'étais dans le monde du retail. Et c'est vrai qu'il y a ces périodes où les magasins ouvrent 7 jours sur 7. Et donc, on a des salariés qui doivent travailler aussi le week-end, etc. Et si on organise en fait le travail différemment, où les salariés peuvent travailler uniquement 4 jours et au lieu d'avoir une seule personne, il y en a 2, mais il faut réfléchir sur même le revenu, etc. Mais je pense que ce n'est pas un gadget, je pense que c'est compliqué à mettre en place, mais qu'on y arrivera. Parce que j'en reviens à ce côté besogneux, les gens n'ont plus envie de passer leur vie à souffrir au travail. Et je pense que les générations futures, j'espère, seront assez intelligentes pour inventer de nouveaux modèles, tout comme le télétravail. Il y a encore 5 ans, mais personne ne faisait du télétravail. C'était... là, tu es en train d'enregistrer un podcast avec moi, tu as juste un petit outil de micro et tu vas faire un podcast. Et je pense qu'il y a 10 ans, c'était pas possible. Il fallait encore un studio, etc. Donc, les outils évoluent, nos mentalités évoluent aussi. Et je pense que la mentalité sur la semaine de 4 jours, elle va finir par évoluer. Et voilà, on est en France, il y a plein de choses légales à penser, mais je pense qu'on pourra y arriver. Et est-ce que c'est t'as pas le télétravail là? Est-ce que c'est être rebelle de réinterdire le télétravail, de faire venir tout le monde au bureau? Ou est-ce que c'est une bêtise? Alors non, je ne pense pas que ce soit une bêtise. Alors je pense que du coup, c'est rebelle si on regarde comment les salariés se positionnent par rapport au télétravail, parce qu'ils veulent jamais revenir au bureau en général. Sauf que les entreprises veulent que les salariés reviennent au bureau. Alors ce qui est très intéressant, c'est de se demander pourquoi. On va se dire, c'est génial, les entreprises, elles n'ont pas de bureau à payer dans ce cas-là. Travaillez tous de chez vous, on ne paye pas de bureau, on fait des économies. Donc, elles sont pas débiles, les entreprises. Si elles veulent faire revenir les gens au bureau, c'est pas pour se dire « Ah non, mais moi, ça me fait vraiment plaisir de dépenser des millions dans des bureaux dans Paris ou ailleurs en France. » Non, c'est parce qu'on sait qu'à un moment donné, on a quand même besoin de se voir, de se parler. On en revient à l'humain. Donc oui, c'est rebelle parce qu'on veut remettre de l'humain dans l'entreprise. Maintenant, sur le sujet du télétravail, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité, je parle dans mon livre d'écouter les signaux faibles. Et que c'est ça pour moi un bon RH, c'est celui qui écoute vraiment les signaux faibles et qui se dit ok, là il y a un truc qu'il faut que je creuse. Le télétravail, c'est un bon exemple. Quand une entreprise dit maintenant désolé mais vous allez devoir revenir au travail, on arrête le télétravail ou on vous enlève un jour de télétravail, et je sais que les salariés vont pas être contents. Alors soit on s'arrête à je sais que les salariés vont pas être contents et basta, et de toute façon à un moment donné lien de subordination au travail et c'est dans votre contrat. Soit on se dit, OK, ils vont pas être contents, mais on essaie de creuser. Mais en fait, pourquoi ils vont pas être contents? Est-ce que j'ai 1500 salariés purement égoïstes qui veulent rester absolument chez eux? Je ne pense pas. Ou alors, est-ce que j'ai 1500 salariés qui pensent ou qui trouvent qu'il n'y a pas un truc en plus que je leur offre aujourd'hui au bureau? Et c'est ça qu'il va falloir creuser. Pourquoi je préfère rester seule dans mon salon pour travailler? Et pourquoi ça ne m'intéresse pas d'aller dans mon entreprise? Et donc, il faut se poser la question à l'envers. Qu'est-ce qui fait que je vais avoir envie de venir au bureau? Je pense pas que ce soit un baby-foot qui va me faire venir au bureau. Non. Mais donc du coup, faut vraiment, si vous vous baladez dans vos bureaux, regardez ce qui se passe. Est-ce que les salariés ont leur casque sur les oreilles et travaillent tous derrière leur écran? Si c'est pour faire ça toute la journée, autant rester chez moi. C'est plus facile. Donc, pourquoi ma culture d'entreprise fait qu'aujourd'hui, on n'a pas envie de venir et qu'est-ce qui fait que je peux leur donner envie de venir au bureau? Quelle expérience un peu différente je leur apporte du travail à la maison? Et c'est vraiment ce point qu'il faut creuser, cette ficelle qu'il faut tirer pour petit à petit faire en sorte que les salariés soient de plus en plus heureux et viennent d'eux-mêmes sans qu'on leur impose. Et après, je suis pour la flexibilité, donc c'est jamais blanc ou noir. Je suis pas pour interdire complètement le télétravail. Je pense qu'on a besoin d'avoir aussi un peu de flexibilité,
mais trouver un juste équilibre à être quand même peut-être plus présent dans l'entreprise que dans son salon. C'est intéressant que tu as cité l'expression, je crois, dans ton livre, que le RH est le design de l'expérience collaborateur. Je pense que c'est ça en fait, et c'est pas en achetant un baby-foot, je te rejoins, même au PSG. Exactement, même au PSG. Qu'on va réussir une expérience collaborateur, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est très très complexe l'expérience collaborateur, et c'est en plus très propre à chaque entreprise. Donc ça prend du temps à analyser, à comprendre. Donc écoutez vos salariés, enfin faut savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous faites vos réunions? C'est sûr que si en plus vous faites tous vos réunions en visio, alors que il y a 2 équipes qui sont à un étage de différence. Alors, mais pourquoi? Il n'y a pas de salle de réunion disponible. Ok, alors ça, c'est un autre problème. Donc, il faut peut-être réfléchir effectivement à l'aménagement des bureaux s'il n'y a pas de salle. En fait, c'est une écoute permanente. C'est une écoute permanente et tirer la ficelle. Et c'est les pourquoi. Pourquoi? Ok, mais pourquoi vous faites ça? Mais pourquoi tu veux pas venir? Mais ok, mais alors, si je te donne une salle, est-ce que tu viendras? Non. Alors pourquoi? Et vraiment être très très curieux et essayer petit à petit de résoudre un peu ces problèmes et de travailler ce sujet, pour le coup, avec les collaborateurs. Bon. Et Céline, quelle sera ta prochaine rébellion? Est-ce que tu en as une dont tu veux nous parler? Ma prochaine rébellion. Alors, c'est vrai que là, on n'a pas préparé la question. Non, on n'a pas préparé. Alors, c'est vrai qu'hier, j'ai quand même fait le procès des RH devant 500 RH. On n'y est pas allé de main morte sur les chefs d'accusation. C'était filmé ou pas? C'était filmé. Alors, c'était filmé. On verra si c'est exploitable. Ok. Parce que voilà, j'aimerais que le procès des RH vive après la soirée d'hier. On a énormément rigolé, franchement. Donc c'était une très très belle soirée. Donc ça, c'était déjà assez rebelle, je pense, de faire venir des RH pour qu'ils écoutent leur procès. Ils ont même payé pour ça. J'aimerais que tu le fasses à Rennes. On essaiera de faire une tournée. Je vais en parler à Hello Work. Je vais parler de toi, Hello Work. On va essayer de voir si on peut faire quelque chose. On m'a déjà demandé dans plusieurs villes de province. Donc honnêtement, pourquoi pas tellement, ça a vraiment fait du bien cette soirée. Donc ma prochaine rébellion après ça, tu sais quoi, ça va être de prendre un peu de temps en fait. Parce que c'est vrai que j'ai enchaîné un enfant, un livre, une société de conseil, un procès fictif, et du coup peut-être que je vais en fait rien faire, enfin à part travailler, faire ma mission que j'adore en ce moment avec le PSG, mais peut-être que ma rébellion finalement ça va être de pas faire grand chose. Profiter aussi de tout ça. Alors, profiter de tout ça. Alors, si, j'ai un projet secret dont j'ai parlé à personne. Personne nous écoute. Ça n'a rien à voir. Mais en fait, j'ai un deuxième livre qui est sur le feu. Mais ça n'a rien à voir. Je fais un livre pour enfants. Donc, génial. Parce que c'est mon côté créatif, donc je dessine. Et donc, j'ai un éditeur qui est intéressé. Je lui avais proposé une maquette. Et donc, je vais sortir, si tout va bien, l'année prochaine, un livre pour enfants. Voilà, donc ça, c'est chouette. Une rébellion. Ouais. Non, mais c'est chouette. C'est des talents aussi que tu as et que tu partages d'une autre manière avec les autres. Donc, je trouve ça plutôt chouette. Ça, c'est cool. J'arrive sur la fin de notre épisode. Est-ce qu'il y a une question, un sujet que je t'ai pas posé, une question que je t'ai pas posée, un point que tu aurais aimé aborder, mettre en exergue? Parce que je sais pas, quelque chose dans le livre peut-être parce que je pourrais pas citer toutes les pages non plus. D'ailleurs, lisez-le, achetez-le et lisez-le. Non, moi ma plus grande frustration après avoir sorti mon livre, c'est qu'en fait tout ce que j'ai envie de dire encore, mais le livre est terminé. Okay. Et c'est le truc le plus difficile parce que c'est la première fois que je sors un livre comme ça. Et c'est vrai qu'entre le moment où on rend l'épreuve finale à son éditeur et le moment où il arrive en librairie, il se passe quand même novembre, décembre, janvier, presque 4 mois. Ouais. Et entre-temps, on voit tout ce qu'on aurait pu mettre en plus. C'est un peu comme une conversation WhatsApp qui s'arrête pas. Souvent, l'éditeur, en plus, il te fait faire des coupes. Oui, en plus, il te fait faire des coupes et tout. Ouais. Et du coup, là, depuis 4 mois, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai encore vu d'autres sujets. Je me suis dit, mince, mais ça, j'aurais dû en parler. Ça, j'aurais pu en parler. Voilà, donc, ma seule frustration. Mais je pense qu'il y a quand même déjà pas mal de choses. Donc, je serais impatiente d'avoir... Maintenant, je suis impatiente d'avoir les retours des personnes qui vont commencer à le lire. Ok. Il y a des personnes que tu as interviewées dans ce livre, qui sont citées dans ce livre d'ailleurs, que tu me recommanderais moi-même d'interviewer sur ce podcast? Oui, en fait, toutes les personnes que j'ai interviewées, je les ai trouvées assez extraordinaires. C'est pour ça que je les ai fait. Est-ce qu'il y en a une ou deux qui t'ont marqué? Alors, il y a Yalcine, mais je crois que tu as peut-être déjà interviewé le DRH de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Non, du tout. Non. Je sais pas qui c'est. Ouais. Yalcine Avicioglu, désolé, je fais toujours une faute sur son nom. Lui, c'est extraordinaire parce que quand on parle d'IA, c'est ce que je dis, c'est que souvent on parle beaucoup d'IA, mais il y en a encore très peu qui franchissent le cap de faire des choses vraiment impressionnantes avec l'IA. Alors lui, pour le coup, il y est allé et il a utilisé l'IA
pour se créer un espèce de SIRH sur mesure, super CRM pour CRH, qui amène une énorme valeur ajoutée aux salariés. Voilà. En fait, quand je parlais de ce gain de temps, lui, il a réussi à faire ça, et maintenant, ces RH ont tout sous la main. Ils ne perdent pas une microseconde pour avoir les bonnes données pour les salariés, etc. Et du coup, ils peuvent avoir une relation ultra personnalisée et très humaine avec leurs salariés. Donc lui, il m'a marqué sur ce projet-là qu'il a développé. Donc je trouve assez rebelle pour le coup d'avoir eu cette vision sous l'angle SIRH, parce que peu de DRH à ce niveau-là ont la vision du SIRH comme producteur du lien humain et de l'efficacité RH. Oui, et pas que juste comme un outil Exactement. XYZ, quoi. Ok. Intéressant. Tu nous as cité des livres tout à l'heure que tu as lus, qui t'ont aidé, qui t'ont inspiré, effectivement. Est-ce que tu consommes du contenu RH pour te faire ta veille? Et si oui, quel type de contenu? Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais nous partager, que tu trouves pertinent aujourd'hui dans le marché? Oui, alors j'en parle beaucoup aussi dans mon livre. Je dis que la curiosité, c'est la plus belle qualité qu'il faut pour être un bon RH. La curiosité envers son métier, donc ça c'est évident. Alors, voilà, ton podcast fait partie de ceux que j'écoute. J'ai pas beaucoup de temps pour en écouter, mais il fait vraiment partie de ceux que j'aime écouter côté RH. Et il y a plein d'autres super podcasts RH très bien, qui sont vraiment... Je pourrais te conseiller le podcast d'Alexandra Hamda, qui a une forte connotation parentalité, qui est vraiment très très chouette. Mais voilà, donc et d'ailleurs c'est ça que je vais essayer de faire de plus en plus maintenant, c'est de changer, varier les plaisirs, pas écouter toujours les mêmes choses. Moi j'adore dans les podcasts qui ne sont pas RH mais généralistes, le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself. Je le trouve hyper intéressant. Et puis alors moi j'aime en fait la curiosité pour moi elle est partout, donc regarder la télé, aller voir des films. Bon, alors là, il y a le film Gourou, tous les RH se sont jetés dessus, donc c'est intéressant, c'est une critique d'un certain milieu, mais pour moi, je trouve que l'inspiration, elle est vraiment partout et que justement, il faut absolument être curieux. Parce que, j'en parle dans mon livre, si on regarde pas ce qui se passe dans la société de façon très large, on peut pas bien faire son métier RH, on peut pas comprendre les discussions à la machine à café, les interrogations des salariés, etc. Donc ne consommez pas les mêmes médias, essayez de consommer les médias qui ne vous ressemblent pas. C'est important d'avoir cette vision. Et puis essayez de consommer les médias qui ressemblent aussi aux hommes et aux femmes qui vont travailler dans vos entreprises. Voilà, exactement. D'aller sur YouTube, d'aller sur Discord, d'aller sur... Il y a plein de médias aujourd'hui que les jeunes utilisent et que peut-être nous, on n'utilise pas assez, en fait. Exactement. Pour comprendre ce qu'ils vivent et ce qu'ils attendent. Donc ça, pour moi, ça c'est clé. Et oui, d'aller regarder écouter des podcasts qu'écouteraient les jeunes, demander à vos ados. Moi, j'adore quand j'ai des stagiaires de troisième, les stagiaires troisième seconde qui viennent avec moi. J'adore tout de suite, je les mitraille de questions. Bon, dis-moi, c'est quoi le truc à écouter en ce moment? C'est quoi ton artiste? Ils écoutent quoi, les jeunes? Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que maintenant, c'est tellement éclaté que même eux, il n'y a pas l'artiste à suivre, etc. Qui a, en fonction de dans quelle communauté t'appartiens, tu vas plutôt suivre tel artiste un peu pointu ou pas. Mais ouais, posez des questions à vos ados si vous en avez, aux fils de vos amis, à vos parents. Qu'est-ce que font vos parents? Qu'est-ce qu'ils écoutent? Enfin, voilà, soyez très curieux. Très clair. Et si vous êtes curieux, achetez le livre de Céline. Je l'ai dû le dire 15 fois. Je ne touche pas une commission non. sur le livre, aucune. Parce que je pense que déjà, tu ne vas pas être riche avec le livre. Non, on ne fait pas un livre pour gagner de l'argent, c'est tout. Non, moi vraiment, en fait, quand j'ai écrit ce livre, alors j'ai pensé à plusieurs personnes. J'ai pensé déjà aux étudiants. Parce que je me suis dit... C'est intéressant, ça. Je vais faire le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé mes études en RH pour savoir à quoi m'attendre. Il y a 20 ans, quoi. Il y a 20 ans. Et pour savoir comment aborder ce métier. Parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de livres RH qui parlent de ça. J'en avais pas... Alors, j'ai pas lu tous les livres RH, mais moi, j'avais toujours l'impression que les livres RH, en général, c'est toujours très boîte à outils. Très technique. Très technique, boîte à outils. Il y a plein de super conseils. Les 54 outils pour recruter, etc. Les 43 outils pour ceci. Ou alors, c'est plutôt les livres de DRH qui ont fait des burn-out et qui ont un regard très, très critique sur la fonction. Mais moi, j'avais vraiment envie de faire un livre où je me suis dit, alors, déjà, si j'étais à nouveau étudiante, le livre que j'aurais aimé lire pour me préparer à ce métier, c'est ça. J'ai beaucoup pensé aussi aux RH qui sont un peu seuls parfois parce que, pas forcément dans l'écosystème parisien, où on a la chance, on a plein de confs, on a plein de réseaux, etc. Mais plus éloignés, en province, etc., ou sur des sites où il y a moins de collègues RH. Parfois, on peut être seul RH dans un site. C'est compliqué quand on ne peut pas échanger avec ses pairs. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un livre aussi que je veux faire pour eux. Un livre
avec un regard critique sur cette fonction, mais un livre très positif, qui nous rappelle pourquoi on fait ce beau métier et qui donne un peu des clés pour comment on peut faire différemment, comment on peut faire mieux. Donc j'ai pensé à beaucoup de personnes et même à ceux qui ne sont pas RH pour comprendre un peu cette fonction et mieux collaborer avec eux. Trop bien. Une dernière question, après je t'embête plus Céline. Comment nos auditeurs peuvent te contacter facilement aujourd'hui ? Alors, moi, je suis... alors, il y a LinkedIn, bien sûr. Je ne vous cache pas que j'ai été très, très mauvaise sur LinkedIn parce que j'étais un peu assaillie de candidatures, notamment quand j'étais chez Dior dans le luxe. Voilà, c'était... donc, les messages LinkedIn souvent se noyaient et j'arrivais pas à tout gérer, hein, je le dis. Et alors là, j'en reviens à ma santé mentale. Puis la messagerie LinkedIn n'est pas oufissime. Elle n'est pas oufissime. Donc, à un moment donné, je me suis dit, je peux pas gérer 1000 messages LinkedIn et mes 2000 messages de ma boîte mail en interne. Donc, bon, j'ai privilégié l'interne. J'essaie de rattraper mon retard sur LinkedIn, mais ne vous vexez pas si je ne réponds pas tout de suite. Envoyez-moi des messages, pourquoi pas sur Instagram. Ça peut marcher aussi. J'aime bien ce métier, j'aime bien ce média, alors plutôt pour le côté créatif, mais pourquoi pas. Et puis, regardez, je fais de temps en temps des conférences, etc. Donc oui, venir aussi sur les salons. J'ai pas de blog, j'ai pas de podcast, mais normalement, voilà, si on cherche à me contacter, on peut. Et si on organise un événement, on peut t'inviter. Et vous pouvez m'inviter sans te faire payer 1 200 € sans l'entrée. me faire payer 1 200 € l'entrée. Donc oui, vous pouvez m'inviter, je serai ravie. J'adore toujours aller dans les salons. Dictée autrice, tu voilà. vas voir. En tant qu'autrice, maintenant, voilà, vous pouvet m'inviter. Bon, en tout cas, Céline, un grand merci. Un grand merci pour ton accueil, le temps que tu nous consacres. Un grand merci aussi pour ce livre. Je l'ai pas dit, mais il est relativement court. C'est pas un livre de 450 pages. Non, c'est facile à lire. En papier bible. Non, ça se lit très bien. C'est, allez, on va dire 2 week-ends, voilà, grosso modo, ou 4-5 allers-retours Paris-Lyon TGV. Mais en tout état de cause, vous allez passer un bon moment, vous allez apprendre des choses, vous allez voir le métier différemment. Et puis c'est un livre peut-être à offrir à votre dirigeant s'il y a besoin, si c'est nécessaire, en tout état de cause. Merci à toi en tout cas. Je t'en prie Céline. Merci. À bientôt. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.